Aux États-Unis, il se passe ce que beaucoup dans les médias appellent la guerre du président, avec le Sénat. Et ils disent que c'est terrible, que c'est sans précédent. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le président des États-Unis annule la signature d'une loi déjà prête et déclare « Je ne signerai plus rien tant que vous ne ferez pas, tant que vous ne me donnerez pas ce que je veux. Je vais maintenant vous expliquer ce qu'il veut. » Cela s'est passé la semaine dernière, oui. Non, cette semaine déjà, il a vraiment lancé un ultimatum à son propre congrès et à son parti. Quand c'est contre un autre parti, c'est compréhensible. Mais contre le sien, oui. En réalité, encore une fois, c'est mon point de vue. Je ne parlerai que du point de vue des principes de la liberté. Ce que nous avons ici, en réalité, toute cette histoire parle bien du Parti républicain. Les membres de ce parti votent selon leur conscience, pas en rang serré, contrairement aux démocrates. Difficile donc de diriger un tel parti. Mais nous voulons un pouvoir qui réfléchit vraiment, pas un pouvoir qui salue à chaque passage de la hiérarchie. Parallèlement, il y a une autre histoire. Plusieurs sénateurs républicains ont voté contre les pouvoirs militaires de leur propre président. Leurs camarades de parti, leurs dirigeants, le chef de leur propre parti. Et 2 jours plus tard, ils ont changé leur vote après un briefing à huis clos à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'on leur a montré ? Voilà ce qu'on leur a montré. On leur a montré ça. Et surtout, cela montre à quel point le pouvoir du président américain est en réalité limité pour mener, par exemple, une guerre sans le Congrès. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi Donald Trump veut briser les règles qui protègent l'Amérique de la tyrannie et de la majorité depuis déjà 200 ans. Et comment nous devons réagir face à cela ? En fait, moi personnellement, j'ai une très bonne opinion de Donald Trump. Je pense qu'il n'y a jamais eu de président, de premier ministre ou je ne sais pas, de dirigeant envers qui j'ai eu autant de sympathie que pour Trump. Cela montre qu'il n'y a plus qu'une simple compréhension superficielle de la question. Je vais tout expliquer maintenant. Ceux qui veulent ne comprendre l'Amérique, comprendre la différence entre l'Amérique et, en réalité, tous les autres pays du monde, comprendre pourquoi l'Amérique est unique. Cela ne signifie pas qu'il est son facile d'y vivre ou de gouverner. Écoutez les 20 prochaines minutes et beaucoup de choses deviendront claires. Cette vidéo présente 3 niveaux d'une même histoire. Le premier, comment fonctionnent les relations entre le président et le Congrès, qui sont 2 branches égales ? Eh bien, je crois qu'en anglais, ils disent les branches égales du pouvoir américain. Le deuxième, c'est ce qui s'est réellement passé avec la tentative des sénateurs de limiter les pouvoirs militaires de Trump en Iran. Et pourquoi 2 sénateurs ont changé d'avis. Et le troisième, selon moi le point le plus important, la couche la plus importante, je ne sais pas, tout cela s'entremêle. Qu'est-ce que le filibuster ? Pourquoi Trump veut-il le supprimer ? Pourquoi serait-ce l'idée la plus dangereuse de ces dernières années, même si elle paraît pratique aujourd'hui ? Et aussi, messieurs, pour que vous ne soyez pas nerveux, je vais vous expliquer comment ils ont finalement décidé d'agir pour ne pas supprimer le filibuster. Et un peu plus tard, je vous dirai quelque chose qui touchera particulièrement fort ceux d'entre vous qui sont russophones, issus de certains pays. Patientez, mesdames et messieurs, nous y arriverons. Cette semaine, Donald Trump devait signer la loi sur le logement. C'est une loi bipartite, convenue, destinée à faire baisser les prix du logement pour des millions d'Américains. Eh bien, comme vous le savez, je suis opposé à de telles lois. Tout simplement parce que je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire baisser le prix du logement. Mais bon, tant pis, comme on dit. Ces 2 partis cherchent eux toujours à s'accorder de l'importance, affirmant « Nous avons fait quelque chose pour vous », tout en sachant que c'est en réalité néfaste. Ensuite, ils ont fait ça ensemble. La cérémonie était déjà prévue. Donc, Trump avait encore l'occasion de se donner de l'importance. Mais à la dernière minute, Trump a annoncé qu'il n'y aurait pas de signature. Pourquoi ? Quoi ? Quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que le Congrès adopte le SAVE Act. Eh bien, c'est la loi sur la protection des droits des électeurs américains. Il a qualifié ce SAVE Act de question d'importance nationale exceptionnelle. Une urgence, n'est-ce pas ? Une importance exceptionnelle, ce serait plus juste, oui. Les médias de gauche, pour ainsi dire, se sont emballés. Comme si cela n'était jamais arrivé en Amérique. Mais ceux qui ont un peu de mémoire ou qui souhaitent examiner les faits d'un point de vue historique se rappelleront facilement, ou trouveront s'ils cherchent, que Nixon, c'était en 1969, avait bloqué des dépenses déjà approuvées par le Congrès. Lui aussi essayait d'obtenir quelque chose. Clinton en 1995. Andrew Jackson et Johnson, en 1866.
Vétos en série sur les lois de la reconstruction. Reagan, en 1981, a menacé à plusieurs reprises d'opposer son veto au budget. Ford, en 1975, a opposé son veto à la loi sur les dépenses et a aussi exigé qu'on y fasse quelque chose, sinon... Autrement dit, pratiquement tous les présidents ont utilisé cet outil comme moyen d'imposer leurs idées. Nous continuons. Nous en parlons aussi. Notons simplement qu'au même moment, à la Chambre des représentants, la représentante de Floride, notre chère Anna Paulina Luna, avec un groupe d'alliés républicains, a bloqué le travail de toute la Chambre. Aucun autre projet de loi n'est soumis au vote tant que le Sénat n'adopte pas le SAVE Act. Tu comprends ? Voilà. Jeune, belle, énergique. Même le budget de la défense a été touché. Vous vous rendez compte, franchement ? Pour les républicains, ce qui est tout à fait fantastique pour eux, disons-le gentiment, ce n'est pas dans leurs habitudes, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Le président prend en otage tout le processus législatif du pays. Le logement, le budget, la défense. Dans quel but ? Pour une loi qu'il considère comme prioritaire. De quoi s'agit-il ? Et pourquoi a-t-il paralysé le pays ? D'ailleurs, juste pour que vous compreniez, c'est un levier absolument légal, extrêmement strict, mais légal. Aucune loi n'avance tant que le feu vert n'est pas donné au texte principal. Autrement dit, il y a quelque chose dans cette loi qui est plus important pour le président et ses alliés que tout le reste qui se passe dans le pays. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous allons y arriver. Nous verrons si c'est vraiment important ou juste un caprice du président Trump, comme un enfant qui crie « Je veux », n'est-ce pas ? J'ai donc soulevé cette question. Dans quelques minutes, j'expliquerai pourquoi c'est précisément cette loi qui est devenue la ligne que Trump a décidé de défendre jusqu'au bout. Ce n'est pas comme la ligne rouge d'Obama qu'il a franchie aussitôt. Je trace une ligne rouge, puis il l'a laissée passer. Ce que je vais vous dire va vous surprendre. Tout est une question de chiffres, et ce chiffre c'est 80. Mais j'expliquerai plus tard pourquoi et ce que représente ce chiffre. Ce chiffre réunit les républicains, les démocrates et les électeurs indépendants. Presque de la même manière, c'est-à-dire, je dirais que le président et le peuple se sont en fait de facto unis contre le Congrès et le Sénat, républicains comme démocrates. Eh bien, attendez, tout suit son cours. En parallèle, une intrigue se déroule tout aussi importante, plus discrète, plus calme, mais tout aussi essentielle pour comprendre comment le pouvoir fonctionne réellement à Washington. 23 juin, Sénat des États-Unis. Il a voté en faveur d'une résolution qui exige de Trump qu'il cesse les actions militaires contre l'Iran, sans autorisation séparée du Congrès. Ce n'est pas qu'ils doivent arrêter simplement sans autorisation séparée. Nous n'autoriserons pas, tu n'as pas le droit. Je veux tout de suite préciser que, quoi qu'il vote, rien ne changera. Pour toute une série de raisons, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Trump continuera à faire tout ce qu'il veut, exactement de la même manière. Mais pour eux, c'est symbolique, c'est plus un acte, de mon point de vue. Et le vote était de 50 contre 48, pour que ce soit clair. C'est-à-dire que 4 membres de son propre parti, à savoir Susan Collins, Lisa Murkowski, Bill Cassidy et Rand Paul. Mais Rand Paul vote toujours contre tout ce genre de choses, n'est-ce pas ? Je le respecte pour ça. C'était un moment historique. Pour la première fois depuis l'adoption de la loi sur les pouvoirs de guerre en 1973, les 2 chambres du Congrès ont simultanément soutenu la limitation des pouvoirs militaires du président. Trump était... Eh bien, je pense que je vais dire le mot fureur. Il convient. Il était furieux. On dit qu'il a tellement crié sur les sénateurs, n'est-ce pas ? Eh bien, lors d'un déjeuner à huis clos avec ses collègues de parti au Sénat, il s'est disputé précisément avec Cassidy. Donc, Cassidy. L'un des sénateurs, n'est-ce pas ? Donc, il a exigé qu'on explique pourquoi il fallait voter pour une telle résolution. Cassidy n'a pas cédé. Il a répondu que les sénateurs n'avaient toujours pas reçu d'informations complètes sur le déroulement du conflit. Conflit d'ailleurs que le président a lancé sans l'autorisation du Congrès. Et voilà ce qui s'est passé ensuite. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce qu'ils se sont mis à crier les uns sur les autres, qu'ils crient après tout. Les 2 sont à cran. Là-bas, tout le monde est à cran. Tout le monde. Ils ont tous des problèmes là-bas. Je ne sais pas, avec quelqu'un ou avec quelque chose. Oui, ils craquent de temps en temps. Ça arrive. Ensuite, ils boivent une bière, comme Barack Obama nous l'avait proposé à tous. Et ils oublient tout ça. Et donc voilà ce qui s'est passé ensuite. La plupart des médias ont passé ce détail important sous silence. La Maison-Blanche n'a pas fait pression publiquement, alors qu'elle aurait pu... À la place, ils ont convoqué Kassiri.
Ils l'ont invité, ils disent « S'il te plaît, viens. Nous allons te donner un briefing. » Le vice-président lui-même va tout expliquer. Quand Kassiri est arrivé à la Maison-Blanche, Witkoff les a rejoints aussi. Eh bien, l'envoyé spécial, n'est-ce pas? On a montré aux sénateurs la véritable situation du processus de négociation avec Téhéran. À quelle étape en est l'accord? Que l'Iran est vraiment prêt à s'engager. Ce qui est en jeu. Et messieurs, après ce briefing, Kassiri l'a publiquement qualifié, il a dit de détailler. Et le 25 juin, lorsque la résolution a été soumise à un nouveau vote, il a voté contre, c'est-à-dire pour Trump. Et la résolution a échoué. 47 contre 50. Rand Paul, pour être clair, a changé son vote de contre à abstention sur demande personnelle de Trump. Il ne pouvait pas voter pour, simplement parce qu'il a certaines convictions qu'il n'a jamais vendues, et jamais trahies. Mais il a dit lui-même clairement « Mes opinions n'ont pas changé ». Rand Paul. Je n'ai pas changé d'avis, j'ai juste choisi de laisser plus de marge au président pour négocier. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ce n'est pas que le Congrès a été vendu ou acheté. Non. Cela signifie qu'un seul briefing substantiel avec des informations réelles peut faire basculer le vote du Sénat sur la question de la guerre et de la paix. C'est formidable qu'un sénateur ait pu, après avoir examiné les documents, dire « Messieurs, je me suis trompé. Je change d'avis et je soutiens le président. » Maintenant, imaginez ce qui se passerait si aucun sénateur ne recevait un tel briefing. Personne du tout. Les règles obligeant le président à négocier avec l'opposition vont simplement disparaître. J'en parlerai dans un instant. C'est l'élément clé de notre discussion aujourd'hui. Et c'est ici que je veux m'adresser directement à vous, à ceux qui ont grandi en Union soviétique, qui ont vécu en Israël, dans l'espace post-soviétique. Parce que ce dont je vais parler ensuite, à propos du vote sans document, sans vérification, c'est exactement ce à quoi beaucoup d'entre nous ont été confrontés, non pas en théorie, mais dans notre propre vie. Nous savons ce que c'est quand il est impossible de vérifier le système de vote. Nous savons ce qui arrive au pouvoir légitime, lorsque personne ne peut dire qui a réellement voté. Elle devient légitime ou illégitime, et personne ne peut le vérifier. C'est précisément pour cela que le prochain blog ne sera pas pour vous une politique intérieure américaine abstraite, mais une histoire bien reconnaissable. Gallup. Octobre 2024, 84% des Américains soutiennent l'exigence de présenter une pièce d'identité lors des élections. Parmi les républicains, 98% sont favorables. Où ils ont trouvé les 2% qui sont contre, je ne comprends pas. En tout, 84% des indépendants et 67% des démocrates. Ça, c'est surprenant, n'est-ce pas? Centre de recherche Pew. Ou 2025, 83% de tous les adultes américains soutiennent l'exigence d'une pièce d'identité avec photo. Parmi eux, 95% des républicains et 71% des démocrates. Autrement dit, ils n'ont même pas trouvé ces 5% de républicains qui, apparemment, ne veulent pas qu'on montre une pièce d'identité. Peut-être qu'ils étaient simplement ivres, peut-être qu'ils n'ont pas compris la question. Rasmussen. Honnêtement, c'est à cela que je crois le plus. En janvier 2025, il a donné un chiffre proche. 77% de tous les électeurs américains considèrent que c'est une mesure raisonnable pour protéger l'intégrité des élections. Ça, comme on dit, ça me paraît juste. Donc, si on fait la moyenne de tout ce qu'ils disent, ça fait 80% de l'Amérique, vous vous souvenez? J'ai dit 80, non. 80% de l'Amérique, ce fameux chiffre magique. Bien sûr, seuls les citoyens devraient en avoir le droit de voter. Bien sûr, il faut vérifier. C'est bien la personne qu'elle prétend être. Bien sûr. Ou pas. Ce n'est donc pas une division partisane parmi les citoyens ordinaires, mais un consensus, chose rare dans l'Amérique polarisée actuelle. Eh bien, en général, c'est rare à voir. Les républicains, les démocrates et les électeurs indépendants, dans l'ensemble, veulent la même chose, que la personne qui se présente au bureau de vote confirme son identité et que seul un citoyen du pays puisse voter. Et ceux qui ne veulent absolument pas permettre cela, devinez qui c'est. Eh bien, voyons voir. Parce que tôt ou tard, tout ce qui est caché sera révélé. Je dirais même que bientôt tout ce qui est flou deviendra clair et compréhensible. Regardons d'autres pays. Dans l'immense majorité des démocraties de la planète, comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, Israël, le Japon, le Mexique, même l'Inde, on ne vous laisse tout simplement pas voter sans document d'identité. Qui es-tu? Pourquoi es-tu venu ici? Personne dans ces pays ne considère cela comme de l'oppression ou de la discrimination. C'est la base. C'est une procédure élémentaire sans laquelle il est impossible de répondre à une question simple. Est-ce que celui qui avait le droit de voter a voté ou est-ce que quelqu'un qui n'en avait pas le droit a voté?
Celui qui a reçu un sandwich est allé voter comme demandé. Sans vérification d'identité, cette question reste sans réponse, pas forcément en raison de nombreuses falsifications, pas nécessairement. Mais vous n'avez simplement pas d'outils pour vérifier ou exclure. Sans cela, vous ne pouvez pas exclure. Voilà la contradiction principale, qui est évident, et qu'on ne peut pas expliquer par de simples théories du complot. Si les électeurs ordinaires, démocrates, républicains et indépendants soutiennent cette mesure dans des proportions presque égales, alors pourquoi le groupe démocrate au Congrès vote-t-il contre à 100%? Bloc après bloc, vote après vote. Et essaye donc de sortir du rang, comme on dit. Un pas à gauche, un pas à droite. 1, 2, exécution. Le SAVE Act, cette fameuse loi, oui, a été adoptée par la Chambre des représentants. Au début, avec les voix des républicains, les démocrates se sont opposés d'un seul bloc. Ils ont inventé des raisons là-bas, oui. Au Sénat, l'adoption était bloquée par la même unité. Je rappelle que, sur toutes les questions, environ 80% des électeurs disent à leurs représentants « Nous voulons que tous les électeurs soient vérifiés pour savoir s'ils sont américains ou non, et qu'on vérifie qui vient voter. » Et le Parti démocrate s'y oppose, comme si leur vie en dépendait. C'est pourquoi une question se pose. Peut-être que leur vie, enfin leur vie politique, dépend vraiment du fait que cela ne soit pas vérifié. Est-ce possible? La position officielle des juristes démocrates et des organisations de défense des droits de l'homme est la suivante. La confirmation documentaire de la citoyenneté est un fardeau sérieux. Waouh! Selon l'organisation Brennan Center, environ 20 à 21 millions d'Américains n'ont pas de documents prouvant leur citoyenneté sous la main. Pas mal, non? Et 2,6 millions de personnes n'ont même pas de pièce d'identité officielle, ce qui les empêche d'accéder à une bibliothèque, à la mairie, au tribunal ou de prendre l'avion. Ce sont surtout des électeurs à faible revenu non blancs. Ils possèdent ces documents moins souvent. Cela signifie donc que l'argument est le suivant. La nouvelle loi réduira la participation précisément de ces groupes. C'est un argument qu'il faut exprimer honnêtement. Il ne faut pas juste balayer cela en disant « d'accord, s'ils le disent tant que tous ». Alors, regardons cela. Il me semble que c'est étrange. Si le problème, c'est le fardeau d'obtenir le document, alors la solution, c'est d'aider les gens à l'obtenir. Le délivrer gratuitement. Organiser des points Tebla mobiles de distribution. Prolonger les délais. Organiser, avec l'argent de l'État ou du parti, des personnes qui iraient frapper aux portes, demander « et si tu ne l'as pas, laisse-moi t'aider ». C'est une tâche logistique qui peut être résolue. Elle est déjà en cours de résolution au niveau des États, il me semble qu'une dizaine d'États s'en occupent, mais la position du Parti démocrate n'est pas d'alléger l'obtention des documents, mais de ne pas du tout exiger de documents. Ce n'est pas une position logique. La première porte sur l'accessibilité, la seconde sur le principe. C'est cette dernière qui pose une question légitime. Si cette exigence est si naturellement approuvée par les électeurs du parti lui-même et par la majorité des pays du monde, qu'est-ce qui effraie autant la direction du parti dans la simple possibilité de vérification? Je n'affirme pas ici sans preuve que la réponse est des falsifications massives. Il n'y a pas encore eu de cas avérés à grande échelle de vote ou de récompense, pour ainsi dire, de non-citoyens. En effet, il y en a peu. C'est un fait établi, ce n'est pas une version. Mais l'absence de statistiques à grande échelle sur la falsification, c'est exactement ce qui doit se produire dans un système où personne n'autorise la possibilité même de vérifier. Vous ne pouvez pas apporter de preuves statistiques contre quelque chose qui est spécialement conçu pour être invérifiable. Et ce refus systémique de créer un mécanisme de vérification, alors même que les électeurs et la majorité des démocraties du monde sont incontestablement d'accord avec le principe lui-même. C'est précisément cela, ce quelque chose qui cloche, sur lequel tout observateur impartial buté. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important. À ce pourquoi j'ai entrepris cette vidéo en premier lieu. Donc le SAVE Act était bloqué, non pas parce que les républicains n'ont pas la majorité au Sénat, ils ont une majorité simple, mais il était bloqué parce qu'au Sénat, il existe la règle du filibuster pour passer au vote final. Pour la plupart des lois, il ne faut pas 50 voix, mais 60 sur 100. Cette règle existe depuis le début du 19e siècle et a été fixée par les règlements modernes en 1917, d'ailleurs une année que vous connaissez, à l'initiative du président Woodrow Wilson. Le sens de cette règle est simple et en réalité fondamental.
Elle empêche un parti ayant obtenu une majorité temporaire, souvent fragile, d'imposer des lois sans, un minimum de consentement de la part des opposants. C'est un frein contre la tyrannie de la majorité, une institution qui protège non pas un parti en particulier, mais l'architecture même de l'équilibre des pouvoirs. Et c'est génial, c'est vraiment bien, ça gêne beaucoup, mais c'est vraiment bien. Donald Trump demande publiquement l'abolition de cette règle. Déjà au plus fort du shutdown record à l'automne 1925, il a écrit sur son réseau social un appel aux républicains à utiliser ce qu'on appelle l'option nucléaire, c'est-à-dire supprimer le filibuster, immédiatement. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a alors publiquement refusé, déclarant que sa position sur l'importance de cette règle ne changeait pas. Voilà pourquoi c'est une mauvaise idée, même si elle semble pratique pour le moment. L'histoire des États-Unis au cours des 15 dernières années est celle de l'érosion progressive précisément de cette règle. En 2013, sous Obama, les démocrates ont supprimé le filibuster pour la nomination des juges des juridictions inférieures. En 2017, les républicains sont arrivés et ont dit « Ah, c'est comme ça » et l'ont supprimé pour la nomination des juges à la Cour suprême. Chaque fois, la décision était prise par le parti qui avait la majorité du moment. À chaque fois, le même argument revenait. Nous en avons vraiment besoin maintenant. Et chaque fois, quelques années plus tard, l'arme se retrouvait entre les mains d'un autre parti, c'est-à-dire de celui qui obtenait la majorité ensuite. Est-ce seulement aujourd'hui que les républicains suppriment le filibuster pour le SAVE Act ? Le même outil, avec la même facilité d'une simple majorité, les démocrates, à leur tour, annulent ces exigences de présentation d'une pièce d'identité. Ils pourront mener toute réforme judiciaire ou adopter toute loi sans négocier avec l'opposition. La règle qui aujourd'hui semble être un obstacle à l'adoption d'une loi juste et populaire, demain deviendra le chemin vers une loi impopulaire et injuste. De notre point de vue, même pour une loi très populaire et juste, car la règle des 60 voix disparaîtra, et dès que cette nécessité disparaîtra, il n'y aura plus besoin de négocier. C'est précisément pour cette raison que je pense, et je le répéterai, dans chaque vidéo où cette question se pose, il ne faut pas briser les garde-fous constitutionnels. Même lorsque l'objectif semble absolument juste, même lorsque 80% du pays soutient le résultat. La République, notre République, ne repose pas sur la justesse d'une loi particulière aujourd'hui, mais sur des règles qui fonctionnent de la même manière, peu importe qui sera au pouvoir demain. Autrement dit, il y a donc une impasse, les républicains ne vont pas abolir le filibuster, et Trump a dit qu'il ne signera rien tant qu'ils n'auront pas adopté cette loi. Puisque le chef du Sénat Thune a refusé d'abolir le filibuster, les républicains n'utilisent pas l'annulation de la règle, mais autre chose. Dieu merci, ils ont commencé à réfléchir dans cette direction. L'outil qui est initialement intégré dans la règle elle-même s'appelle la réconciliation budgétaire. Je pense que pour la plupart d'entre vous, tout cela semble complètement absurde, n'est-ce pas ? Une procédure intéressante, avec ses propres règles et limitations. C'est lorsque qu'il faut prendre une décision concernant une loi et parvenir à un accord commun entre le Sénat et le Congrès. C'est-à-dire la réconciliation, je ne sais même pas comment le dire en russe. Écrivez-moi si vous le savez. Les débats sur cette question sont limités à 20 heures et, pour le vote final, une simple majorité suffit, pas 60 voix. Mais il y a quelques problèmes avec cela. C'est-à-dire, en faisant passer la loi dans ce cadre, il n'est plus nécessaire d'avoir 60 voix. On peut se contenter de 51 au Sénat. Mais ce n'est pas facile à faire. Qu'est-ce que c'est que cette bête et pourquoi n'a-t-elle pas été proposée auparavant ? Voyons cela de plus près. Tout commence par la résolution budgétaire. Voilà. Ils ont adopté une décision sur le budget qui fixe les niveaux de dépenses, de recettes, de déficit pour l'année budgétaire. Tout cela concerne le budget. Ensuite, un filtre entre en jeu. Cela s'appelle la règle de Byrd. Elle interdit d'inclure dans ce projet, dans cette réconciliation, oui, du contenu étranger aux instructions budgétaires. Autrement dit, on ne peut faire ce genre de choses, ce contournement, cette manœuvre, cette incursion dans un autre domaine, que si cela a un rapport avec le budget, avec l'argent, avec une décision budgétaire. Et dans ce filtre, la règle de Byrd, il y a 6, disons, règles ou tests pour déterminer ce qui est étranger. C'est-à-dire que tu ne peux pas y mettre n'importe quoi, l'ajouter de cette manière, sinon tu pourrais y inclure toutes les lois. Ce que tu ajoutes doit répondre à 6 règles précises. La loi que Donald Trump veut que le Sénat adopte.
Il faut réécrire pour que ce soit clair. S'il existe, cela veut dire qu'il répond à ces règles. Et il faut aussi clarifier une autre chose. Ce n'est pas juste « Ah, c'est écrit, c'est bon, on y va, oui ». Il existe un poste au Sénat qui s'appelle le parlementaire. Cette personne, avant que la loi ne soit soumise au vote, vérifie si tout a été fait conformément aux règles. Personne ne votera s'il dit non. Ce poste a été spécialement créé pour empêcher la majorité de faire passer tout ce qu'elle veut au Sénat et au Congrès. En d'autres termes, cela ressemble à une sorte d'astuce, oui, dont on peut se servir pour faire ce qui est autrement interdit. Non. Il y a donc cet obstacle, oui, cette barrière. Voyons pourquoi, dès qu'il y a cet arbitre du Sénat, tout cela devient légal et non un tour de passe-passe. Autrement dit, c'est légal, ce n'est pas de la tricherie, oui. La règle Byrd existe depuis 1980, précisément pour éviter que la réconciliation ne devienne un moyen de contourner le filibuster pour n'importe quelle politique. Il me semble que le Congrès a adopté 24 réconciliations en 50 ans. C'est une procédure réglementaire de routine, pas une violation des normes. Les deux parties utilisent cette règle. Si le texte proposé n'est pas contesté par le parlementaire, il est tout à fait légal et normal. Il fait l'objet de débats, puis d'un vote. Pour que le SAVE Act, cette exigence de prouver la citoyenneté, lors de l'inscription de l'électeur, passe le filtre, il ne peut pas être introduit comme une loi électorale. Il faut le rattacher à des questions budgétaires. L'idée est de présenter les exigences de vérification comme des conditions à respecter par les États pour obtenir des subventions fédérales. Alors la disposition devient directement liée aux dépenses et passe le test dont je parlais. Quel rapport avec le budget ? C'est très simple. Il convient d'attribuer des fonds selon la loi, 500 millions aux États pour vérifier la citoyenneté et 200 millions au ministère de la Justice pour le contrôle. En se rappelant l'histoire récente, les démocrates ont adopté une partie de l'Obamacare et la loi anti-inflation de la même manière, tandis que les républicains ont fait passer la réforme fiscale de 2017 et ce projet de loi principal, le magnifique projet Trump 2025. Le parlementaire a déjà rejeté une logique similaire pour cette même loi sur les élections. En 2021, concernant la réforme de l'immigration et le salaire minimum à 15 $. La conclusion était que l'effet budgétaire était accessoire face à l'impact politique colossal, rendant l'adoption du SAVE Act dans sa forme actuelle hypothétique. Le sénateur Rick Scott dit clairement qu'il ne voit aucun moyen de faire passer une partie substantielle du SAVE Act par la réconciliation. Mais néanmoins, les juristes de la Chambre basse qui travaillent sur ce dossier ont dit qu'il semble qu'ils aient trouvé une certaine solution. Donc le speaker aussi, pour ainsi dire, a appelé Trump et s'est rendu là-bas pour discuter, parce qu'il semble qu'il ait trouvé une astuce juridique pour faire passer cela. Personne ne sait comment le parlementaire réagira. Ce n'est pas un piratage, mais un mécanisme réglementaire standard, accessible à tout parti majoritaire. Avec le soutien de 80% de la population, l'utilisation de cet outil légal est plus que justifiée. La seule question est de savoir si la formulation précise résistera à l'examen du parlementaire. Qu'est-ce qui changera concrètement pour les électeurs si cette loi est adoptée ? Actuellement, lors de l'inscription, l'électeur prête simplement serment par écrit, sous peine de sanction pour faux témoignage, qu'il est citoyen des États-Unis, sans présenter de documents. La loi SAVE exige de présenter l'un des documents indiquant clairement la citoyenneté et, lors du vote, une pièce d'identité avec photo. Ensuite, les États obtiennent le droit de vérifier périodiquement les listes électorales avec les bases de données fédérales et d'en retirer les non-citoyens. C'est là l'essence de la loi. Le système basé sur une déclaration orale est transformé en un système avec une confirmation documentaire, plus un audit régulier. Pourquoi est-ce mieux pour le pays et pas juste symbolique ? Une telle loi existe déjà dans 36 États, dont l'Iowa, où la participation électorale n'a pas baissé depuis près de 10 ans après son adoption. Je parle de l'Iowa. En pratique, la vérification documentaire n'exclut pas massivement les électeurs légaux là où elle existe déjà. Il ne s'agit pas seulement de l'ampleur réelle de la violation, actuellement faible selon les autorités. Et dans l'Utah, lors de la vérification de plus de 2 millions d'électeurs enregistrés, ils ont trouvé un seul non-citoyen confirmé et aucun cas de vote de non-citoyen. Les statistiques fédérales montrent que seulement 0,04% des vérifications détectent un non-citoyen potentiel. C'est un fait, ce n'est pas une interprétation. Encore une fois, il se peut que nous ne les voyions tout simplement pas à cause de la façon dont les vérifications sont effectuées.
Mais c'est précisément pour cette raison. La loi est précieuse, non comme chasse à la fraude, mais comme garantie de confiance. La légitimité des résultats des élections ne dépend pas seulement du nombre de voix réellement falsifiées, mais aussi du fait que la partie perdante croit ou non que le processus a été honnête. La serrure sur la porte n'est pas justifiée par les statistiques réelles de cambriolage chez vous, mais par le fait que sans serrure, le doute sur la sécurité empoisonne tout le reste. En résumé, lorsque presque toutes les bases électorales partagent la même position. En même temps, ce n'est pas une manipulation de l'élite d'un parti, mais une coïncidence avec le bon sens de la majorité. Des gens qui présentent chaque jour leurs pièces d'identité à la banque, à l'aéroport, à la pharmacie lorsqu'ils achètent certains médicaments et qui ne comprennent pas pourquoi. Le vote, qui est l'acte civique le plus sérieux, devrait exiger moins de vérification que l'achat de codéine ou qu'un vol en avion. Je dois ajouter ceci de ma part. Si une personne n'a pas eu envie d'obtenir le document nécessaire pour voter pendant les 2 années entre les élections, alors elle ne devrait pas voter. Parce qu'un sans-abri assis dans la rue ne devrait pas décider qui sera notre président, ni décider combien d'argent il faut prendre aux gens qui travaillent pour lui donner. Ce n'est pas à lui de décider cela. Dans la plupart des pays d'où nous venons, une personne ordinaire n'a jamais eu de véritable levier d'influence sur ceux qui sont au sommet. Notre voix ne valait rien, parce que le résultat était connu d'avance et que l'élu n'était responsable devant personne. Messieurs, ici c'est différent, il y a aussi des problèmes, mais tout de même. Aujourd'hui, le sort du Save Act ne dépend pas de la décision secrète d'une seule personne, dont les portraits sont accrochés partout où vous allez, mais de la question de savoir si le Parti démocrate résistera à la pression de 80 électeurs qui ont déjà répété à maintes reprises ce qu'ils veulent. Et c'est une épreuve, un test pour le système. La volonté de la majorité, déjà exprimée ouverte et insistante, peut-elle obliger les élus à faire ce pour quoi ils ont été choisis? Représenter nos intérêts à vous et à moi, et pas seulement les leurs. Si un sénateur sait que pour son inaction il sera écarté de la vie politique lors des prochaines élections, c'est cela la démocratie en action, et non un dysfonctionnement de celle-ci. C'est pourquoi ma position est simple, la pression doit être maximale. S'il y a de la fraude dans le système de vote, cette loi l'éliminera. S'il n'y a pas de fraude, la loi le prouvera à ceux qui doutent et mettra fin au débat une bonne fois pour toutes. Dans tous les cas, le pays y gagnera, dans tous les cas, nous y gagnerons avec vous, dans tous les cas, le peuple, la population, la société y gagnera. C'est exactement ce que nous avons avec vous. Cet instrument de pression, et non une soumission silencieuse, c'est la principale raison pour laquelle il faut garder foi en ce système, même lorsqu'il semble lent et lourd. D'ailleurs, le fait qu'elle soit lente et lourde, c'est sa qualité, pas son défaut. Même si on a hâte et qu'on aimerait que ça aille plus vite. Moi aussi. Les amis, sur la chaîne Telegram qui s'appelle Léon Weinstein, exactement comme la chaîne ici sur YouTube, j'y publie de courtes analyses. Entre les grandes vidéos, je réagis aux actualités plus ou moins en temps réel, pendant que la prochaine vidéo complète est en préparation. D'accord ? Si cela vous intéresse de suivre ce qu'on appelle l'histoire qui se déroule juste devant nos yeux, alors venez et abonnez-vous. D'accord ? Abonnez-vous, vous recevrez toutes les informations. Et je voudrais terminer sur une note optimiste. Oui, aujourd'hui, l'Amérique traverse l'épreuve de la tentation. La tentation de contourner les règles pour gagner facilement. Pourtant, elles tiennent encore pour l'instant. Tu refuses de céder, il a exigé des informations réelles avant de changer de position. Le Sénat, malgré toute la pression, a organisé non pas un, mais déjà plus de 10 votes sur la limitation des pouvoirs militaires. Et chaque fois, cela s'est passé ouvertement, publiquement, avec des noms et des chiffres. Le système se dispute à voix haute avec lui-même. Et c'est précisément là que réside sa véritable force. Nous ne voulons pas que cela se produise, là-bas, discrètement, quelque part, à huis clos, pour que nous n'ayons rien à voir avec cela. Les régimes autoritaires craignent précisément ce genre de lutte ouverte au sein de leur propre système. La République américaine, et avec elle les principes de liberté sur lesquels je fonde le contenu de cette chaîne, a résisté à des épreuves bien plus sérieuses au cours de 250 ans. 250 ans déjà, messieurs. Ils résisteront aussi à cela. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis sûr que des événements très intéressants vont bientôt avoir lieu, car il s'en passe tout le temps. Et nous nous retrouverons très bientôt.